J'ai vécu 66 ans en croyant que je connaissais les gens dans ma vie. Je pensais savoir ce que l'amour ressemblait, ce que la famille voulait dire, ce que la confiance ressentait dans tes os. J'avais terriblement tort sur une de ces choses. Mon mari Hervé et moi avons construit tout de zéro. Notre entreprise d'aménagement paysager a commencé en 1995 avec lui, moi et un camion emprunté. En 2024, nous avions 30 employés, des contrats avec les campus corporatifs dans 3 pays européens et un portefeuille de 2,3 millions d'euros. Ajoutez notre maison, nos propriétés locatives, et tu regardes une famille valant plus que ce que la plupart des gens rêvent. On n'avait pas d'enfants jusqu'à ce que Frédéric arrive tard. Il avait 38 ans quand ça s'est passé, déjà marié à Valérie depuis 2 ans. Valérie a montré dans notre vie comme une réponse à une prière au début. Elle était belle de cette façon facile que certaines femmes sont. Cheveux blonds, sourire authentique, le genre de femme qui a fait qu'Hervé s'immédiatement détende et arrête de s'inquiéter pour l'avenir de son fils. Frédéric avait toujours été dispersé, ne trouvant jamais vraiment son chemin professionnellement. Valérie semblait ancrée, intentionnelle. Elle le rendait stable juste par sa proximité. La première année était parfaite. Elle posait des questions sur le business, elle complimentait mon jardin, elle nous appelait pour nos anniversaires, tout ce qu'on veut que la femme de son fils soit. Mais quelque part entre l'année 1 et l'année 2, quelque chose a changé. Ça a commencé petit. Valérie mentionnerait combien c'était stressant de diriger le business, combien la gestion était épuisante, combien ce serait gentil si on pouvait juste vendre tout et voyager, simplifier nos vies pendant qu'on en avait encore le temps. Elle disait ça dans cette voix douce, ce ton qui semblait dire qu'elle s'inquiétait vraiment de notre bien-être. Hervé changerait poliment de sujet. Je sourirais et je dirais qu'on aimait ce qu'on faisait. Mais Hervé observait. C'est pas un homme qui rate les détails. Tu ne construis pas une entreprise prospère en étant naïf. Un soir en janvier, je l'ai trouvé dans son bureau qui regardait des relevés bancaires. Il a levé les yeux avec cette expression que je n'avais jamais vue auparavant. Du doute, de la peur. Quelque chose ne va pas, a-t-il dit tranquillement. C'était 6 mois avant la randonnée. Hervé ne m'a pas tout dit immédiatement. Il voulait être sûr. Il a embauché un enquêteur privé nommé Bastien Marchand, discret, approfondi, cher. Pendant 4 mois, Bastien a documenté les conversations, les recherches financières, les appels téléphoniques tard le soir. Il a trouvé des choses qui ont fait que les soupçons d'Hervé semblaient être des sous-estimations. Frédéric et Valérie avaient fait des recherches sur les fiducies. Ils avaient accédé à nos dossiers de propriété. Valérie avait posé des questions occasionnelles à notre comptable sur la loi des successions, parlant hypothétiquement. Et puis il y avait les conversations que Bastien avait enregistrées entre Valérie et Frédéric, tard le soir, pensant que personne n'écoutait. « Tes parents sont en parfaite santé. » La voix de Valérie venait à travers l'enregistrement, lisse et clinique. Ça pourrait prendre un autre 20, 30 ans. On ne peut pas attendre si longtemps. On doit accélérer le calendrier. Je peux toujours sentir le froid dans ma poitrine quand Hervé m'a joué ça. Frédéric avait suggéré la randonnée. Il semblait excité à ce sujet, presque maniaque dans son enthousiasme. Une journée de rapprochement familial, l'avait-il appelé. Juste les 4 d'entre nous sur un sentier montagneux dans les Alpes, loin de tout, loin des témoins. Hervé et moi, on s'était regardés à travers notre table de cuisine et on avait tous les deux compris le piège sans avoir à le dire à voix haute. Mais Hervé avait déjà tout bougé. Le mois précédent, en travaillant avec notre avocat, il avait transféré la masse de nos actifs dans une fiducie irrévocable. Frédéric ne pouvait pas la toucher. Valérie ne pouvait pas la toucher. C'était fait. Il ne savait pas que c'était fait. Le matin de la randonnée, j'avais peur. Pas le genre de peur abstraite qu'on ressent quand tu entends les mauvaises nouvelles à la télé. Le genre qui vit dans ton estomac, qui fait trembler tes mains en attachant tes chaussures de randonnée.
Mais Hervé a serré ma main et a simplement dit « Bastien sera là ». Le sentier était magnifique. C'était un jour clair en mai, et les fleurs sauvages fleurissaient le long de la crête. Il y a une ironie cruelle dans le danger qui arrive dans de beaux paquets. On marchait en file indienne, Hervé et moi devant, Frédéric et Valérie derrière nous, quand on a atteint le belvédère. La chute était d'environ 80 mètres vers un terrain rocheux en bas. La plupart des randonneurs prennent des photos là. On n'a jamais atteint ce point. J'ai entendu Frédéric avant de le sentir. Sa respiration avait changé, devenue rapide, intentionnelle. Hervé l'a senti aussi. Il s'est retourné juste au moment où les mains de Frédéric se levaient contre le dos d'Hervé. Je me souviens de penser « ce n'est pas réel, ça ne peut pas être réel ». Et puis j'étais en train de tomber. L'impact est venu en premier. Pas un moment de frapper le sol, mais plusieurs, mon corps tombant contre la roche et la terre, le souffle soufflé, la douleur fleurissant partout à la fois. Je suis venue à reposer contre un tronc tombé, ma jambe gauche pliée mal sous moi, du sang coulant le long de ma tempe. Hervé était à 4 pieds de distance, conscient mais à peine bougeant. Je ne pouvais pas voir Frédéric et Valérie plus longtemps. Ils étaient au-dessus de nous, sur le sentier. C'est à ce moment qu'Hervé a chuchoté « Ne bouge pas, fais semblant qu'on est mort ». Je ne l'ai pas questionné. J'ai arrêté de respirer si dur. J'ai fermé les yeux aux fentes pour qu'ils aient l'air fermés si quelqu'un regardait. Je pouvais goûter le sang. Ma jambe était en feu, mais je ne me suis pas bougée. Au-dessus de nous, la voix de Frédéric. « Vérifie s'il respire. » Et puis la réponse de Valérie, claire et froide. « Laisse-les, allons-y, ils ont fini. » J'ai entendu leurs pas craquer sur le sentier. J'ai entendu leur voix s'estomper dans la forêt, parlant de ce qu'ils diraient quand ils appelleraient à l'aide. Combien ils seraient choqués, quel accident terrible, quel timing horrible. Ils nous ont laissés là comme on était déjà des fantômes. Hervé a tourné sa tête juste légèrement. Son bras droit était gravement fracturé. Il y avait une profonde entaille sur son épaule, mais ses yeux étaient nets, concentrés, et il attendait. Il attendait longtemps, 20 minutes, 30. On ne parlait pas, on respirait à peine. Quand Bastien a apparu, se matérialisant de la forêt comme une réponse à une prière, il avait tout. Séquence vidéo d'une caméra cachée au belvédère, audio d'un micro sans fil qu'Hervé portait. Tout. Il a d'abord appelé le 911, puis il a appelé la police directement, leur a dit qu'il avait des preuves d'une tentative de meurtre. L'hélicoptère est venu me chercher en premier. Je me souviens du médecin disant « Tu vas aller bien, tu vas aller bien », et ne le croyant pas parce que personne qui regardait si grave ne te disait la vérité. Ils ont pris Hervé en second. Ses blessures étaient pires que les miennes. La fracture sur son bras était une fracture ouverte. Il avait craqué 3 côtes, et il y avait du saignement interne du moment où une roche avait frappé son abdomen en descendant. Frédéric et Valérie ont été arrêtés à une station d'essence 15 kilomètres plus loin, avant qu'ils puissent même l'appeler. Ils étaient en fait dans la voiture de police, en route vers le poste, quand les officiers leur ont dit ce qu'ils avaient trouvé. Mais l'arrestation n'était pas la pire partie. La pire partie est venue quand l'enquête a approfondi. Bastien a creusé dans le passé de Valérie avec l'intensité d'un homme qui avait trouvé quelque chose qui avait besoin d'être trouvé. Son vrai nom était Véronique Dupont. Elle avait été mariée auparavant, mariée avec un homme appelé Laurent Chêne, mariée avec lui pendant 3 ans avant de l'avoir divorcé. Ses parents avaient été riches, très riches. Des immigrants chinois qui avaient construit un empire de restaurants. Ils sont morts dans un accident de bateau en 2019. L'enquête a été rouverte. Le cas avait été fermé comme un accident, mais maintenant, avec des yeux frais et des informations nouvelles sur la femme qui avait été leur belle-fille, les choses avaient l'air différentes.
Le moteur du bateau avait été altéré, des dégâts subtils, le genre qui échouerait à des moments critiques. Le genre que quelqu'un avec des connaissances mécaniques ou quelqu'un avec l'argent pour engager quelqu'un avec des connaissances mécaniques pourrait arranger. La mort de Laurent avait venu 2 ans après ses parents. Accident de voiture. Il était seul sur une route rurale quand ça s'est passé. Défaillance des freins. Une autre tragédie terrible. J'ai observé de mon lit d'hôpital alors que les morceaux se réunissaient. Valérie, ou Véronique, ou qui qu'elle soit vraiment, avait assassiné sa route à travers au moins 2 familles. 3, si tu comptais les morts des chênes. Elle avait été en chasse, méthodiquement, patiemment. Elle avait fait des recherches, Hervé et moi, comme un lion fait des recherches sur les gazelles. Elle avait trouvé Frédéric, remarqué la vulnérabilité et la malléabilité en lui, et elle l'avait remonté comme un soldat de jouet et l'avait pointé sur ses parents. Frédéric a plaidé coupable de tentative de meurtre. Il ferait 20 ans. Mais Valérie a combattu. Elle avait des avocats. Elle avait de l'argent que personne ne pouvait tout à fait tracer. Mais les preuves étaient trop. Les enregistrements, la vidéo, la documentation méticuleuse de Bastien de mois de conspiration. Quand ils l'ont connectée aux morts des chênes, ça a changé tout. Elle a reçu une vie. 2 phrases consécutives de vie, en fait. Une pour avoir essayé de nous tuer, une pour la conspiration dans les morts des chênes. Ils n'ont jamais tout à fait construit un cas sur Laurent Chêne. Trop de temps avait passé, et les enquêteurs originaux n'avaient pas suspecté la tricherie. Mais c'était entendu entre tout le monde dans ce tribunal qu'elle s'était assassinée à travers au moins 4 personnes pour obtenir l'argent qu'elle n'a jamais eu. Parce qu'Hervé savait. Il avait protégé ce qui était le nôtre avant qu'elle puisse le prendre. Hervé s'est rétabli plus vite que moi. Son corps était plus jeune, son esprit était féroce. Ma jambe a pris une chirurgie et des mois de physiothérapie. Certains matins, ça fait encore mal quand il pleut. Un rappel que j'ai une fois tombé 80 mètres et j'ai vécu. J'ai une cicatrice sur ma tempe en forme de point d'interrogation, appropriée puisque je passe beaucoup de temps à demander « et si » sur ces jours. Mais surtout, je suis reconnaissante. Le business d'aménagement paysager continue toujours de tourner. On a promu le gestionnaire de bureau, amené un nouveau partenaire, et ça prospère sans avoir besoin que nous soyons là chaque jour. On s'assoit sur notre porche le soir maintenant, Hervé et moi. Parfois, le nom de Frédéric vient, et on ne sait pas quoi dire à ce sujet. C'était notre fils, mais il ne l'était pas vraiment. Il était un vaisseau pour la cupidité de quelqu'un d'autre, la faim de quelqu'un d'autre. Et Valérie, Véronique, elle a pris ça de nous aussi. Elle a pris notre capacité d'avoir une relation simple avec notre enfant. Elle l'a empoisonné avant qu'il commence. Hervé dit parfois, elle allait tout prendre, le business, la propriété, les années qu'on avait laissées. Et je serre sa main parce que ce qu'il veut dire, c'est elle allait nous prendre l'un l'autre. Mais elle n'a pas. On a tombé 80 mètres et on a survécu. On a tombé en danger et on s'est relevé. Ce n'est pas rien. C'est tout. J'ai 70 ans. Hervé a 73. On a des gens qui travaillent pour nous, des gens qui dépendent de nous, un héritage qui est sûr. On a beaucoup d'années devant nous, Dieu le voulant, et chacune d'elles est une victoire sur quelqu'un qui a essayé de les voler. Chaque lever du soleil sur notre porche est la preuve que les morts restent morts et les vivants arrivent à continuer à vivre.